fait 2-0. Les carottes sont cuites et elles sont même servies. Le Sénégal rate la Coupe d'Afrique 2013, la deuxième fois en 10 ans après 2010. Le football sénégalais s'enlise à nouveau dans une crise qui éclabousse la fédération. L'entraîneur Joseph Koto limogé, le ministre des Sports Malick Gakou change de portefeuille. Pour couronner le tout, le stade Léopold Sédar Senghor est suspendu pour 1 an après les violences qui ont émaillé la rencontre Sénégal-Côte d'Ivoire. Toutes les chances du Sénégal réduites à néant tel un château de cartes qui s'affaisse. Nous sommes le 13 octobre 2012. Le football sénégalais est en eau trouble. Depuis 2004, les espoirs d'avant Coupe d'Afrique sont immenses et les déceptions grandes. Encore une débâcle qui vient d'annihiler tous les efforts d'une reconstruction. Encore un recommencement sur les ambitions du Sénégal à se hisser parmi les grands d'Afrique. Le principal problème du football sénégalais, c'est la méthodologie et la capacité pour les dirigeants d'expliquer qu'il y a un projet qui est là, qui doit s'exercer dans un délai bien précis et qu'on ne nous fasse pas brûler les étapes. Malheureusement, après, les gens ils ont peut-être pris la grosse tête, ils ont cru qu'ils avaient fait le tour de la question. Voilà, on a tardé à se remettre en cause et peut-être que ça a fait que le Sénégal a depuis dégringolé au point de rater la dernière CAN. Après 2002, je crois que il y a, à part un, voire deux ou maximum 3, 4 de la fédération qui étaient vraiment bons. Mais tout le reste, il n'y a eu que des tocards qui sont passés de gauche à droite. On est en 2002. Pour le peuple sénégalais est derrière son équipe nationale. Pour la première fois de son histoire, elle joue une finale de Coupe d'Afrique au Mali et un quart de finale de Coupe du Monde en Asie. Mais depuis cette date, les Lions tardent à rééditer ses exploits. Entre 2006 et 2013, nous n'avons pas fait de bons résultats. 2006, vous vous souvenez, l'équipe du Sénégal était en demi-finale de la CAN. En 2008, elle est sortie dès les matchs de poule. Ce n'était pas une habitude. En général, le Sénégal se qualifiait toujours pour le deuxième tour. En 2012 aussi, même chose, l'équipe est éliminée d'entrée dès le match de poule. Et pire, l'équipe du Sénégal n'a pas marqué un point. C'est la première fois que ça se passait dans l'histoire de la participation du Sénégal à la CAN. Donc, l'équipe était tombée vraiment très bas. De 2004 à Tunis, à Bata en 2012, en passant par Tamale en 2008, presque toutes les campagnes se sont terminées par un fiasco. C'est pour cette raison, bien sûr, j'ai présenté ma démission. Lors de la Coupe d'Afrique de 2012, le Sénégal enregistre la pire prestation de son histoire malgré une brillante qualification. L'équipe se qualifie avec 5 victoires et un match nul aux éliminatoires, une première qui finira contre toute attente par une piètre participation à la CAN, 3 défaites en autant de sorties, un autre record. Toutes nos occasions allaient à côté, donc on ne peut pas aller contre la volonté divine. La relève de la génération 2002 tarde à voir le jour. D'ailleurs, pour certains, beaucoup de joueurs trichent sur leur âge, une fraude qui précipite les désillusions. Il faut que nos sportifs jouent avec leur véritable âge. On a des équipes qui sont réputées être jeunes et qui ne le sont pas. Alors, ce qui fait que quand on fait une bonne campagne, on fait une campagne avec une équipe qui, soi-disant, a 22 ans ou 25 ans de moyenne d'âge, elle a en réalité 33 ans de moyenne d'âge. À part Diambar, mais je suis prêt à parier, dire que l'essentiel, en tout cas, des clubs qui ont disputé cette année le championnat, jouent avec des joueurs
en tout cas pour la plupart, qui n'ont pas déclaré leur âge réel. Ça aussi, c'est un problème. El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga, Salif Diao, Pape Bouba Diop, Henri Camara avaient le don d'apporter la différence à tout moment du match, ce qui n'est plus le cas. Nous n'avons pas retrouvé par la suite des joueurs de ce talent. Même si, par exemple, nous avions par exemple en attaque un grand joueur comme Mamadou Niang, mais malheureusement Mamadou Niang n'a pas véritablement confirmé avec l'équipe nationale tout le talent qu'on lui connaissait par exemple avec l'Olympique de Marseille et tout ça. En 2002, on avait une génération de footballeurs de niveau supérieur. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas tous été formés au Sénégal, mais ils sont arrivés à maturation, à maturité au même moment, ce qui a donné un groupe assez performant. Donc ils ont réussi à former une osmose autour d'un coach aussi, il faut le dire, qui était particulièrement motivé à prouver que lui aussi il était quelqu'un de bien. Le dirigeant est important, mais par contre, n'oublions pas qu'on a des problèmes de footballeurs aussi. Parce que la génération 2002, tout le monde parle de la génération 2002, mais une équipe doit avoir un phénomène. Une équipe doit avoir des joueurs de qualité qui peuvent débloquer un match à n'importe quelle heure. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui au Sénégal. On parle de phénomène. Vous savez, phénomène, c'est pas... On parle de ces gens-là. Demba, avec tout le respect que je lui dois, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette génération-là. Même si on ne le prend pas. C'est le porte-drapeau aujourd'hui du football sénégalais. C'est lui qui joue dans un grand club. C'est Demba Ba. Mais c'est un très bon joueur. Mais on parle de phénomène. Demba, c'est un très bon joueur. Mais on parle de phénomène. Vous savez ce que c'est qu'un phénomène? C'est lui qui sait débloquer la situation quand il sera vraiment difficile. Comme j'ai l'habitude de le faire. Comme Fadiga a l'habitude de le faire sur un dribble, passe décisive. Henri Camara sur les côtés. Il y avait des phénomènes. Bouba Diop, en tant que milieu de terrain qui monte, qui marque, Salif Diao, Pape Sarr, des très bons joueurs. Même en défense, on avait des phénomènes. Et sans oublier aussi, on avait le meilleur gardien de la coupe, l'un des meilleurs gardiens de la Coupe du Monde. Autre problème, le dialogue de sourds entre la fédération et le ministère de tutelle, deux instances qui devaient parler un même langage, mais un couple qui a toujours vécu dans des zones de forte turbulence. Au lendemain de la saga de 2002, la guerre des chefs entre le patron du football de l'époque, El Hadji Malick Sy Souris, et son ministre Youssou Ndiaye a cassé la dynamique de victoire, selon certains observateurs. Attention la volée, attention la frappe. Attention, c'est dangereux. Attention, c'est dangereux. Et but. Adebayor qui marque. Ah là là là, égalisation togolaise. Ah, c'est dangereux. Suite à l'élimination pour la Coupe du Monde 2006, après le nul face au Togo 2 buts partout, le président de la fédération Saïd Fakhri démissionne et le ministre Youssou Ndiaye est remercié. Je ne sais pas si c'est logique ou si c'est illogique. Je ne peux pas juger l'action des autres. Un autre exemple, après la débâcle de la CAN 2008, la crise a emporté le staff technique, la fédération et même le ministre des Sports. Un comité d'urgence vient en appoint pour sauver le football sénégalais, le comité de normalisation du football CNF. Durant cette décennie, 5 duos fédération-ministère sont notés. Ces compagnonnages ont tous fait long feu. Ces soubresauts ont affecté les contre-performances de l'équipe nationale A. Si ces heures surviennent avant les grandes compétitions, etc., ça peut nuire à la bonne préparation de nos équipes et de nos résultats. Il y a eu ce que j'ai appelé la guerre des chefs entre l'ancien ministre d'État, en l'occurrence le président Youssou Ndiaye, et le président de la Fédération sénégalaise de football, en l'occurrence grand El Hadji Malick Sy. Cette guerre des chefs a entraîné cette rupture qui voulait d'abord qu'il y ait une certaine symbiose entre la fédération et le département qui se regardaient en chien de faïence. Et toutes les fédérations qui ont suivi se sont retrouvées dans cette guerre larvée entre l'État d'abord et la fédération, et entre la fédération et certains clubs qui n'étaient plus d'accord avec cette forme d'animation de la Fédération sénégalaise de football. Mais tous ces conflits notés à la direction du football est suffisant pour justifier les interminables débâcles des Lions. Le football, c'est vrai qu'il y a les administratifs derrière, mais le football, ça se joue sur le terrain. Quels que soient les problèmes en dehors du terrain, le moment venu, au moment de jouer.
jouer un match, il ne reste plus que les joueurs. Les contingences extérieures, elles n'entrent plus en vigueur. Le cas le plus patent, c'est le Cameroun. Le Cameroun, il y a tout le temps des problèmes au niveau de la fédération, ministère, etc. Et ça, peut-être depuis l'époque de Mila, ça n'a pas empêché le Cameroun d'être l'un des pays les plus performants en Afrique. 7 entraîneurs se sont succédés après le départ de Bruno Metsu. Et pourtant, aucun n'en fait autant que les techniciens français. Cette valse de coach a causé une vraie instabilité sur le banc de touche. Presque tous les 2 ans, un sélectionneur est démis. Et le problème reste entier. Les entraîneurs se succèdent, se ressemblent et les débats s'enchaînent. Le football demande un peu de stabilité. Et effectivement, sur ces 10 dernières années, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de changements au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Des entraîneurs sont passés, énormément d'entraîneurs sont passés. Et je reste persuadé que environ des entraîneurs tous les 2 ans, il sera difficile effectivement d'avoir de bons résultats. Maintenant, c'est au tour d'Alain Giresse. Certains misent sur l'expertise locale pour relever le défi et d'autres préfèrent les services de ce que l'on appelle communément les sorciers blancs. Un débat polémique. En 2004, qui était l'entraîneur de cette équipe nationale? C'était Guy Stéphane. Et on venait de sortir, d'être finaliste de la CAN et quart de finaliste d'une Coupe du Monde. Donc, je pense que le débat n'est pas là. Est-ce qu'ils ont le niveau? Est-ce qu'ils n'ont pas le niveau? C'est pas ça le débat. Dans quelles conditions mettons nos entraîneurs locaux pour qu'ils puissent travailler? C'est là le débat. Nos équipes, mais nos entraîneurs aussi, ont du mal à émerger, ont du mal à faire leur trou, ont du mal à s'imposer. Mais si vous n'entraînez pas au niveau de l'élite, mais forcément, ça agit sur les résultats. Les entraîneurs qui nous entraînent, s'ils avaient la capacité d'entraîner Manchester City ou United ou Barcelone ou le Real Madrid, ne viendraient pas entraîner le Sénégal. Son histoire est très liée à la tanière. Abdoulaye Sarr est le seul technicien sénégalais à avoir effectué 5 campagnes africaines et une Coupe du Monde avec l'équipe nationale. Aussi, c'est le seul entraîneur à se hisser en demi-finale d'une CAN. Après 2002, c'était en Égypte en 2006. Actuel entraîneur du Jaraaf de Dakar, Laye Sarr, comme le monde du football l'appelle, reconnaît que la formation des entraîneurs n'est pas au top niveau. Je suis d'accord. Nous, entraîneurs, on doit encore pousser notre formation. Mais au plan local, dans notre environnement, il faut que les gens nous aident à vraiment aller de l'avant dans cette formation. Écoutez, par exemple, dans les modules qu'on met au Sénégal, le Sénégal peut rester 10 ans sans faire un 2e degré. La préparation des compétitions est souvent des moments où la tanière est perturbée. Dame Doy, dans les colonnes du quotidien Stade du 20 août 2013, tire à boulet rouge sur les dirigeants. Pour lui, cette équipe n'est pas mise dans des conditions de performance requises, mais cette situation serait un bel alibi pour justifier les contre-performances. En tout cas, moi, quand je jouais, il y avait un strict minimum. Voilà, donc on n'était pas du genre tout le temps à se plaindre, nous les joueurs. Je n'invente rien. Bon, ce que Kennedy disait était important. Je crois qu'on était dans cette philosophie-là de dire posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour votre pays et non ce que le pays peut faire pour vous. Je pense que le Sénégal fait partie des équipes les mieux loties de ce point de vue parce qu'il y a tout ce qu'il faut comme environnement, soit financier, environnement sportif. Je ne me souviens pas qu'on ait refusé un stage à l'équipe nationale de football. Je ne me souviens pas non plus qu'on lui ait refusé un match de préparation. Ils sont mis dans les meilleures conditions. Je pense qu'ils ont des primes parmi les plus élevées au niveau continental. Donc ce n'est pas une question de préparation, c'est peut-être juste une question de motivation individuelle et collective de l'équipe. Aujourd'hui, les joueurs binationaux sont de plus en plus favorables à l'appel de la sélection, une convocation qui constitue la pomme de discorde. Moi, je suis mal à l'aise pour qu'on dise qu'un Sénégalais qui est né en France est moins Sénégalais qu'un Sénégalais qui est né à Guinaw Rail ou à Thiaroye ou à Colobane ou à Kaolack. C'est du racisme.
cette volonté à venir en équipe nationale, à répondre à l'appel de l'équipe nationale, de certains bons footballeurs sénégalais répond à une logique. C'est parce que l'espoir est en train de renaître. Et c'est ces garçons-là qui aujourd'hui sont, à mon avis, ce 109 qui est en train d'irriguer l'équipe nationale A. Moi, je crois qu'un garçon comme Salvé a de la chance dans un proche avenir de devenir un titulaire en équipe de France. C'est la même chose pour Mbaye Niang. Un joueur qui est formé au Sénégal, en quittant son pays, a plus d'amour qu'un jeune, qu'un binational qui est né en France, en général, ils ne connaissent pas vraiment la réalité de notre pays. El Hadji Ousseynou Diouf est le meilleur joueur sénégalais depuis l'indépendance, double ballon d'or africain en 2001 et 2002. Il est réputé par ses positions tranchées sur le débat des binationaux. Moi, je me dis une chose. Dès qu'un joueur a joué pour l'équipe de France, pour moi, c'est fini. Que ce soit jeune ou pas jeune, tu n'as plus rien à faire en équipe du Sénégal. Parce que le Sénégal, tu dois aimer ton pays dès que tu es né. Tu dois avoir ton pays là. Mais ce n'est pas des joueurs aujourd'hui, ils viennent en équipe de France, en équipe du Sénégal pour un seul but, passer des vacances parce qu'il fait froid là-bas. C'est tout. Témoin de toute l'histoire de l'équipe nationale, la presse sénégalaise n'a pas fait l'unanimité autour d'elle. Accusée à tort ou à raison, en tout cas, les médias ont joué un grand rôle dans l'évolution de l'équipe nationale. Une quelconque implication de la presse dans ces échecs divise l'opinion. Vous, les journalistes, vous avez une grande part de responsabilité dans ça. Parce que c'est vous qui informez le peuple, c'est vous qui dites, qui donnez le là, c'est vous qui quasiment donnez les objectifs et c'est vous qui tirez, y compris sur l'ambulance quand on n'est pas bon, qui demandez les départs des fédérations, les départs des entraîneurs, etc., etc. Un match, ça se joue sur un terrain de football. Le résultat s'acquiert sur un terrain de football. Ce n'est pas dans une rédaction, ce n'est pas à partir de cogitation et tout ça. Le Sénégal avait deux joueurs de qualité, d'expérience. On a pensé que c'était l'occasion, vraiment la belle occasion, ou bien la meilleure occasion de gagner enfin quelque chose en Afrique. Bon, malheureusement, on ne l'a pas saisi pour des raisons qui m'échappent, mais je ne pense pas que la presse ait une quelconque responsabilité. Nous, en tout cas, on a été assez prudents. C'était une occasion à saisir. On n'a pas saisi. On n'a pas dit que c'était l'occasion pour le Sénégal de gagner. Non, on a dit qu'il y avait une occasion de prendre quelque chose qui est là. Tout le monde se le dispute. Nous, on a assez de moyens pour le faire, pour le prendre comme tous les autres. Mais on n'en a pas profité. Donc, voilà, on n'est pas responsable de ça. Les joueurs, même si les journalistes disent que l'équipe du Sénégal c'est la meilleure d'Afrique ou la meilleure du monde, mais c'est à eux de prouver sur le terrain qu'ils sont les meilleurs. C'est aussi simple que ça. C'est comme si on disait que l'équipe du Sénégal ne vaut rien, c'est aux joueurs de prouver qu'ils valent quelque chose. Et pourtant, le chroniqueur de la radio Futur Média et ancien footballeur, Abdoulaye Diaw, estime que les médias passent souvent à côté de l'information. Le journaliste, il a un pouvoir et souvent il a un fusil. Il peut tirer sur tout ce qui bouge. Les journalistes n'ont pas une formation spécifique. Le journaliste au Sénégal n'a pas une formation sportive, il ne peut pas le comprendre. Quand on est éliminé par la Côte d'Ivoire qui est meilleure, il ne le comprend pas, nous le comprenons. Parce que moi, je ne traite pas le sport en journaliste, moi je le traite en footballeur. On ne peut pas parler de football sans les footballeurs et la formation à la base est nécessaire. Donc la relance de l'équipe nationale passe par là. Pour nombre d'observateurs, mettre l'accent sur les petites catégories, un travail de longue durée, sont les conditions sine qua non pour sortir la tête de l'eau. Au Sénégal, il est extrêmement difficile de construire, puisque dès qu'il s'agit de l'équipe nationale, tout le monde veut, les journalistes en premier, que l'équipe gagne tout de suite, ici et maintenant. Or, on ne peut pas vouloir construire et ensuite vouloir systématiquement, immédiatement avoir des résultats. Djambar a fêté son 10e anniversaire, il compte 5 joueurs dans la tanière. L'épine dorsale de l'équipe olympique aussi est constituée de joueurs de ce centre de formation. D'autres structures du genre, à l'image de Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot entre autres, se chargent de former de jeunes talents. Une bonne option pour le football sénégalais. Le sport, il faut le donner aux professionnels maintenant. Chacun dans son champ d'intervention. Moi, je veux faire l'entraînement, je dois aller me former. Mais il faut qu'on me donne les moyens de me former. Il faut définir un cadre. Moi, je veux intervenir au niveau de l'arbitrage. Il
faut que je me forme. Moi, c'est du côté médical. On ne peut plus gérer le sport comme avant. La dimension que le sport a pris, particulièrement le football que je connais, c'est une dimension qui sollicite des compétences avérées dans tous les domaines. Le budget alloué au sport représente 0,25% du budget national, un taux jugé insuffisant pour prendre en charge près d'une cinquantaine de fédérations. Le football se taille la part du lion. Une autonomie financière de la Fédération sénégalaise de football va sûrement amorcer une bonne dynamique pour permettre au Sénégal de retrouver ses lettres de noblesse. Moi, je suis un tenant de l'autonomie de gestion. Il n'est plus concevable à l'ère du football actuel qu'à chaque fois que la fédération doit faire quelque chose en ce qui concerne l'équipe nationale, qu'elle doive écrire au ministère, envoyer un décompte et attendre le bon vouloir du ministère ou du ministère de l'économie et des finances, parce que souvent ce n'est pas le ministère des Sports, parce que le ministère des Sports n'a pas une caisse. L'autre aspect sur lequel peut-être il faudrait que nous réfléchissions, c'est la recherche de financement additionnel. J'y insiste particulièrement, je l'ai plusieurs fois dit au président Senghor et au président Sy, qu'il faudrait que la fédération sorte de ces chantiers battus. Vous ne pouvez pas avoir une fédération aussi importante, aussi exigeante en matière de compétition, en matière d'organisation, quand vous n'avez pas des moyens additionnels et que vous comptez tout sur l'État. Plusieurs fois, le chef de l'État m'a demandé au Conseil des ministres de réaménager mon budget. Je lui ai dit, Monsieur le Président, est-ce que je ne pourrais pas prendre le budget alloué au handisport pour augmenter celui de la Fédération de football? Je ne peux pas prendre le budget alloué au taekwondo pour augmenter le budget de la Fédération de football. Il vous appartient d'avoir un agent marketing fort qui puisse aller chercher des moyens additionnels. Sinon, nous allons vers des difficultés. Nous ne pouvons plus continuer à financer le football au moment où d'autres disciplines nous apportent des satisfactions et que le football nous apporte des désespoirs et des désirs. Ça, il faut que ça soit clair, net et précis. Notre programme même de campagne tournait autour de ça, c'est-à-dire arriver d'ici 3 ou 4 ans à tripler notre budget qui tourne autour aujourd'hui annuellement à 1,5 milliard pour atteindre 3 milliards ou 4 milliards de francs. Pour espérer être présent dans tous les grands rendez-vous, il faut sortir de l'amateurisme et s'orienter vers le professionnalisme enclenché depuis 4 ans. Cela passe par une bonne politique de mise en place d'infrastructures, mais également par le développement de centres et complexes de formation professionnelle. Pour réussir à mettre en place un football qui avance, premièrement, il faut des structures. En tout cas, c'est ce que je crois. Il faut des infrastructures, oui. Il faut bien sûr, comme s'appelle, la formation des entraîneurs. Il faut aussi, faut pas se tromper, il faut des garçons, il faut des joueurs qui ont du talent, parce que je reste persuadé qu'avec des joueurs moyens, on n'arrivera pas en tout cas à gagner. Retrouver sa place dans le Gotha des grandes nations de football est un grand challenge, mais un avenir très proche se profile, la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où une participation permettrait au Sénégal de retrouver un niveau comparable à celui de 2002. Les Lions sont au dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde. Pour participer à cette grand-messe mondiale, il faudra franchir l'obstacle ivoirien. La Côte d'Ivoire avait barré la route au Sénégal de la dernière Coupe d'Afrique. Les chances des Lions semblent être minimes, même si l'espoir est permis. Le Brésil, c'est le pays du football. Je pense que tout joueur de football aimerait quand même aller jouer une Coupe du Monde au Brésil. Et je pense que nous avons quand même des arguments à faire valoir. Nous avons un bon groupe qui est en train de s'étoffer en qualité et en quantité. Pour le moment, il n'y a qu'un rendez-vous qui se profile à l'horizon, c'est les qualifications à la Coupe du Monde. Donc nous avons un match à jouer, nous avons autant de chances que l'adversaire de continuer. C'est dans ces conditions qu'on va se préparer. Si les Sénégalais n'étaient pas conscients et déterminés d'être premiers de ce groupe-là, franchement, c'est un groupe excusez-moi du terme, même l'équipe de Sega Sakho peut se qualifier avec l'équipe de l'Angola, avec les autres équipes.
Donc, le Sénégal était favori, mais on a mal joué. Une deuxième participation à une Coupe du Monde mettra probablement sur orbite l'équipe nationale. Les hommes d'Alain Giresse semblent avoir les cartes en main pour éviter une énième désillusion. Ils sont à 180 minutes du Brésil. Une non-qualification signifiera à nouveau le purgatoire.